la capacité de cette équipe a été rendue visible et du coup, on a pu éliminer ce goulet d'étranglement et je peux te dire que c'est pas technique, là, c'est pas de la gouvernance, c'est humain. Les personnes m'ont dit, tu sais Alain, quand tu nous as appelé auprès du CODIR goulet d'étranglement, ça nous a fait quand même assez mal. Et le fait qu'on ne le soit plus, c'est une véritable victoire pour nous. Chaque projet stratégique est sponsorisé par un membre du COMEX. Évidemment que chaque programme, chaque projet va faire bouger des choses dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est de se dire quelle est la KPI principale, l'indicateur qu'on va regarder, ce que l'on veut voir bouger. Il faut juste regarder combien de projets dans le passé ont atteint leurs objectifs. Mes collègues de la finance sont mes alliés. C'est-à-dire qu'eux voient passer des projets. Moi, je les implique dès le départ. C'est des personnes avec qui on a très très bien travaillé, aussi pour la valorisation des projets et du coup la priorisation. Bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez là pour écouter la prochaine saison du podcast IA Révolution. Donc vous le savez, on adore geeker pour essayer de comprendre les problématiques sur l'organisation projet, produit, et ça depuis le début. On a découvert dans les 10 derniers mois des personnes qui nous ont fait réfléchir sur la logique trimestrielle et l'impact que cela avait dans la relation de l'IT avec le business. Ce qu'on appelle aujourd'hui le PI Planning, le Quarter Plan. On a pu aujourd'hui choisir, sélectionner, trouver, merci à eux, plusieurs personnes qui sont venues faire des REX et des retours d'expérience sur cette logique trimestrielle. Des personnes qui ont mis en place ça en mode PI Planning, du SAFe, des gens qui ont cherché à comprendre comment créer cette relation trimestrielle avec un business qui fonctionne au quarter et d'autres qui s'en sont sortis, qui sont allés sur des logiques lean. J'espère que vous trouverez dans ces échanges des clés pour réussir à transformer votre organisation et à créer vraiment cette IT business partner que tout le monde veut depuis 2010, mais qui reste encore aujourd'hui difficile. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Alain qui va nous parler quarter plan et tous les apprentissages qu'il a eu quand il l'a mis en place. Et ça va être un épisode assez intéressant parce qu'il m'a pas mal teasé sur tous les éléments et tous les apprentissages qu'il a eu. Je pense que ça va intéresser plus d'un. Est-ce que Alain, avant de commencer d'aller droit dans l'épisode, tu peux te présenter en 2 petites minutes? Ah oui, très volontiers. Merci Bertrand de me recevoir. Écoute, par quoi commencer? Déjà, je suis l'heureux papa de 2 enfants et d'une fille, donc 3 enfants. Mais là, avec moi, j'ai 2 petits-enfants. J'ai recommencé ma vie. Et figure-toi qu'ils font nos week-ends parce qu'on va souvent au ski. Et ils sont férus de ski. Et j'ai le petit Edgar, 3 ans, qui a démarré le snowboard et figure-toi qu'il se débrouille déjà très très bien, donc j'en suis ravi. Sinon, quoi dire, ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis un professionnel de l'IT. J'ai eu un passé dans différentes entreprises comme des cabinets de conseil Octotechnologie, entre autres, qui m'a formaté et a fait le leader que je suis aujourd'hui. Et puis, j'ai passé aussi j'ai eu plusieurs expériences dans des entreprises comme France Télévisions, Les Furets et puis dernièrement l'Occitane. Voilà. Et une autre particularité, depuis le Covid, je peux me définir comme un trailer. J'adore maintenant ce sport-là et voilà, c'est devenu une passion. Voilà, et ça remplit aussi pas mal mes week-ends. Ok. Et du coup, tes expériences dans les différentes sociétés que tu nous as décrites, elles étaient toutes au niveau IT DSI ou il y avait des expériences d'une autre nature? Oui, oui, alors non, c'était à chaque fois. Alors les noms ont changé. J'ai été directeur technique du numérique chez France Télévisions, mais c'est l'équivalent de CTO. J'ai été CTO chez les Furets et chez l'Occitane, c'était un poste à la fois de CTO mais plus de DSI en réalité, puisqu'il y avait l'ensemble des fonctions de l'IT qui étaient sous ma direction. Ok. Et donc, du coup, c'est dans ta dernière expérience à l'Occitane que tu as challengé, tu as mis en place cette logique que tu appelles de priorisation et planification trimestrielle. Est-ce que, avant de parler dans ce que tu as mis en place, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte et en gros, quand tu te dis, OK, là, il va falloir faire quelque chose, parce que sinon, ça va être compliqué. En réalité, tout a commencé chez les Furets avec
quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Dimitri Bailly. Et quand je suis arrivé chez les Furets, il y avait un vrai sujet de priorisation entre l'équipe technique et le top management, et ça changeait fréquemment. Et donc, on a pas mal travaillé à définir une approche qui serait la plus lean possible. Et donc, on a mis en place un Kanban de priorisation des projets qui a permis de faire le lien entre les équipes techniques et le top management, le codir des Furets. Et j'ai repris ce travail-là chez l'Occitane. Et donc, lorsque je suis arrivé chez l'Occitane, il y avait un véritable enjeu d'alignement entre et même de fonctionnement entre le métier, ce qu'on va appeler le métier, hein, le marketing ou les équipes métiers, les équipes retail notamment, et les équipes IT. Et à vrai dire, j'ai commencé ma mission en tant que consultant, j'étais encore chez Octo, et je me rappelle très bien, l'enjeu, c'était de faire en sorte que le métier et l'IT puissent fonctionner de manière sereine, parce que c'était pas très très serein à l'époque. Voilà. Ok. Quand tu parles de Kanban des projets, ça peut faire un peu penser au côté, euh, tu vois, c'est quoi ta priorité 1, ta priorité 2, et souvent, quand les projets sont des gros projets, c'est un arbitrage qui est fait annuellement, en fait. Parce que bah, du coup, on a un budget et donc du coup, on priorise. Du coup, là, d'un point de vue extérieur, je ne comprends pas encore vraiment quel est le point qui a fait que c'était différent par rapport à cette priorisation métier annuelle. C'est quoi? C'est que la taille des projets, tu les as rapetis parce que du coup, ça permettait de prioriser les lancements parce que tu avais découpé le projet. C'est quoi les éléments qui faisaient que c'était les éléments saillants en fait? Oui. Bon, faut peut-être que je donne un petit peu de contexte. Enfin, le contexte de l'Occitane, c'est finalement beaucoup de marchés. C'est très international. Et donc, il y avait des besoins un petit peu de partout. Hein. Et les équipes IT doivent répondre aux besoins d'un nombre conséquent de demandeurs qui se trouvent un petit peu de partout dans le monde, du Japon au Brésil, pour faire simple. Et donc, les demandes, en fait, c'est à la fois des grands projets. On va parler de gros projets, comme tu viens de le dire, hein, des gros projets stratégiques. Et là, effectivement, les horizons sont assez grands. Mais tu peux avoir aussi des demandes qui sont beaucoup plus courtes pour répondre à des besoins très ponctuels, locaux. Et c'est très difficile, en fait, d'avoir un process qui permet à la fois de prioriser des grands projets stratégiques et à la fois des demandes qu'on avait appelées, nous, tactiques. Et tout l'enjeu, ça a été de mettre en place un process qui permettait à la fois de prioriser ces demandes tactiques assez courtes, donc assez courtes dans le temps, souvent dans un horizon de 3 mois, et des grands projets stratégiques qui peuvent être pluriannuels. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par essayer de clarifier l'ensemble des demandes qui vont être tactiques. Pourquoi? Pour que on puisse donner du rythme, qu'on puisse donner aussi, qu'on puisse répondre aux métiers sur leurs propres demandes, tout en gardant de la place pour les projets stratégiques. Et donc le process qu'on a mis en place, il était à la fois vers le haut, c'est-à-dire vers le codir, et on va y revenir, mais comment tu fais en sorte qu'un codir soit aligné avec l'ensemble des projets, sachant que certains sont presque, on va mélanger des projets qui apportent du business et d'autres qui diminuent du risque. Enfin, ces projets sont difficilement comparables. Avec de l'autre côté un process de priorisation pour l'ensemble des équipes qui permettait justement de manière trimestrielle d'y voir un peu plus clair. Est-ce que ça t'aide à comprendre? Alors oui, ça m'aide. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis déjà, OK, les gens, ils avaient un scope, les grands projets stratégiques qui sont annuels, des gros budgets, etc. Mais en fait, la somme des petits projets que tu appelles tactiques n'était pas négligeable en termes de volume. Est-ce Oui. que, est-ce que, est-ce que tu as quantifié, est-ce que ça aurait pu être vrai de dire, mais en fait, si on aligne tous les petits projets, c'est égal en fait au gros projet en termes de volume temporel si on les faisait tous. Est-ce qu'on parle de ce type-là de parce qu'en fait le problème c'est que si c'est plein de petits projets mais que ça représente pas grand-chose dans le budget, en fait les gens s'en foutent un peu quoi. C'est vrai, c'est ton problème, tu gères. Mais toi ce que j'ai l'impression c'est que c'était important de le faire pour le côté local parce que c'était important pour eux, donc il y avait une importance, une prise sur les métiers.
et après que la somme faisait que tu pouvais pas tout faire et que c'était impossible de tout faire. Oui, Donc ça avait représenté beaucoup. c'est ça. Déjà, on a essayé de dire, hein, et tu vas voir que le mot essayer est à dessein. On a essayé de dire, vous priorisez les projets stratégiques et vous faites les projets tactiques par ailleurs en deuxième niveau, au niveau 2. En réalité, rien que de dire ça, c'est compliqué. Pourquoi? Alors Parce de dire que ça à qui? De dire ça à aux qui? À équipes, tes aux équipes? équipes. Ouais, il y Ok, avait. Tu imagines à peu près, allez, on va dire entre 20 et 30 équipes en dessous, différentes, ok. qui vont contribuer. Alors pas toutes chaque fois dans le même projet, mais qui vont collaborer. Ce qui se passe en fait, c'est que quels que soient les projets, à un moment donné, tu vas avoir des équipes qui vont être goulot d'étranglement et qui vont recevoir l'ensemble des demandes. Et je vais prendre l'exemple d'une équipe qui était l'équipe d'intégration. Tu sais, c'est l'équipe qui est en charge des interfaces dans des outils comme des ESB ou des API aujourd'hui. Et cette équipe, en fait, elle était systématiquement sollicitée, quel que soit le projet, parce qu'à un moment donné, il y a des connexions à faire avec les autres. Voilà, il y a des dépendances assez fortes. Et cette équipe, au tout début de la mise en place de ce process de priorisation, si tu veux, c'était un peu le bouc émissaire, hein, quoi, hein. À chaque fois, on disait, mais oui, mais c'est à cause de l'équipe, c'est à cause de l'équipe intégration qu'on ne peut pas avancer, tout ça. Et ce que ça a permis de faire, à nouveau, hein, ça s'est fait dans le temps et on a mis peut-être 2 ou 3 ans pour régler ce problème-là en particulier. Ça a permis de rendre visible l'ensemble des besoins, enfin la capacité de cette équipe a été rendue visible et du coup on a pu éliminer ce goulet d'étranglement et je peux te dire que c'est pas technique là, c'est pas de la gouvernance, c'est humain. Ouais. Les La personnes puissance, la puissance de m'ont dit frappe. à la fin, voilà, les personnes m'ont dit, tu sais Alain, quand tu nous as appelé auprès du CODIR, goulet d'étranglement, ça nous a fait quand même assez mal. Bon, comme on parlait en anglais, c'était bottleneck. Le fait qu'on soit le bottleneck, ça nous a fait assez mal. Et le fait qu'on ne le soit plus, c'est une véritable victoire pour nous. Et c'est vrai. Hein, c'est d'abord, on va se le dire, hein, tout est encore humain là-dedans. Ok. Donc, du coup, juste pour être sûr de comprendre, est-ce que tu avais réussi à, avant de lancer la démarche ou dans ton constat, de valoriser le volume de petits projets sur une année pour se Oui, rendre compte que pas... oui. ouais, tu avais réussi à quand même à faire? Oui, oui, j'ai dit oui parce que j'ai pas répondu à ta question initiale et je vais y répondre. Euh, Écoute, c'est pas si simple que ça. Ok, Ce qu'on peut imaginer, en fait, je dis c'est pas si simple parce que ça va dépendre des équipes. D'accord? Des équipes qui sont où elles vont être focalisées sur un projet stratégique. On va retrouver quasiment allez, 80% du projet stratégique et 20% d'évolution ou de projet tactique. Et il y a d'autres équipes, c'est quasiment l'inverse. mhm, Par exemple, l'équipe d'intégration, elle a très très peu évidemment de projets stratégiques. Elle a zéro projet stratégique. Elle y participe à beaucoup, et donc on va dire le ratio est inversé. Euh, Moi, j'ai en tête, si tu veux, que chez l'Occitane, on devait être quasiment à moitié-moitié entre des projets stratégiques et des projets tactiques au final, de ce qu'on mesurait. C'est-à-dire qu'on l'a essayé de le définir, mais on l'a surtout ouais. mesuré, et c'est plutôt vers ça qu'on a atteint. Ouais, on a atteint plutôt Et, 50-50. tu as parlé aussi, donc, un de mes, voilà, de mes combats, c'est la partie vocabulaire. Tu as parlé aussi, t'as nommé deux choses. Tu as beaucoup parlé Oui, d'équipe et tu as parlé là d'évolution. D'abord, je oui. vais te demander de préciser évolution versus projet tactique et ensuite la partie, comment on dit, plus vocabulaire. Quand tu, euh, quand tu parles de projet tactique, est-ce que tu différencies par rapport à la partie évolution produit ou est-ce que c'est la même chose? Et si Non, c'est c'est la pas même la même chose. chose, ouais, c'est la même Ouais, chose. ici c'était la même chose, même si on avait aussi une autre catégorie qui était ce qu'on va appeler du run, hein, c'est-à-dire de faire des petites évolutions ou de corriger des choses. Mais euh, tout ce qui dépassait, on va dire, 5 jours, ce sont des projets tactiques. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, parce que ça, c'est aussi un combat. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que
et j'aimerais bien avoir vraiment ton avis là-dessus, c'est Mmh. si toutes tes évolutions, elles sont dans ton système de ticketing, qu'il n'y a que toi, IT, ou le mec de l'IT qui le comprend, en fait, tu valorises pas du tout ce travail-là, tu priorises pas, Mmh. ou alors c'est à des mailles qui sont pas bonnes. Tu dis que c'est du run, mais en fait, c'est pas du run, c'est du build, c'est de l'amélioration continue, et donc, du coup, ça peut se prioriser, ou dans tous les cas, c'est des poches d'investissement. Donc, Oui. toi, tu as sorti de ton ITSM vraiment toute la partie que tu considérais comme apporteur de valeur, Mmh. et dans la construction de l'amélioration continue que tu as mis dans ce portefeuille, donc, du coup, de projet tactique, évolution, mais qui doit être visible par l'ensemble de l'entreprise, y compris. Oui. Et tu as laissé dans ton ITSM tous les services packagés, en fait. Euh, ou le côté service paramètres de j'ai le reset de mot de passe, ou non, tu vois, de ce côté-là un peu plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Bon, on va se le dire, hein, en fonction des équipes, ça évolue un tout petit peu. Nous, on n'a jamais été dogmatique pour appliquer exactement le même process pour chaque équipe parce que les Ouais. contextes sont parfois légèrement différents. Et donc, on Ok. leur fait confiance. Ils sont assez autonomes pour gérer ça. Mais ce que tu viens de décrire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qu'on voulait rendre très visible, c'est la partie projet stratégique, projet tactique. Et puis le reste, ça rentrait dans ce qu'on va appeler le run, voire la qualité, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même une quatrième catégorie, c'est la qualité. J'ai toujours voulu donner aux équipes du temps pour faire de l'amélioration. Ok. Il se trouve que aujourd'hui, de mon point de vue, hein, faire que du projet ou du run, c'est ne Ça pas va. se préoccuper du futur du système d'information. Et la qualité, c'est quoi? Bah, c'est du refactoring, c'est prendre du temps pour revenir sur ce qu'on a fait, parce qu'en IT, faut quand même bien le conscientiser. Quand on fait du code, on le fait jamais bien du premier coup, et donc Ouais. il y a un temps nécessaire pour venir nettoyer, clarifier, reformater, refactorer, voilà. Et ça, c'est assez rigolo parce que même si tu te donnes, moi mon expérience, c'est même si tu donnes du temps à des équipes, bah, elles le prennent pas forcément parce que elles ont l'habitude d'être dans le entre Dans le guillemets le jus, quoi. confort de l'urgence, quoi, en train de faire des choses, et prendre du temps pour justement nettoyer, faire ce travail de qualité, c'est pas toujours si évident que ça. Et stop. Bon, j'espère que l'épisode vous plaît. J'ai une chose à vous dire. Vous le savez peut-être pas, mais moi, c'est Bertrand Ruiz, je suis CEO d'Ersas. Bon, placement de produit sponsor, c'est mon podcast, je suis un peu obligé, non? Donc, Ersas, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer le meilleur outil pour aider les directeurs de l'IT, les DG, les DAF à s'entendre sur la priorisation projet, la création de produits, en essayant de créer l'outil le plus simple possible d'utilisation pour le top management. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les outils de gestion de projet, de gestion de tâches, etc., sont très orientés utilisation à la tâche, au ticket, et ne permettent pas à un top management de comprendre la réalité. Et ce que vous découvrez aujourd'hui dans le quarter plan, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce produit, être le meilleur outil pour vous aider à mettre en place un quarter plan dans votre organisation. Si ce qu'on fait vous intéresse et que globalement cette saison vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur une ligne par mail. On est plutôt sympa, et si on peut aider, que ce soit en vous montrant ce qu'on fait avec Ersas ou en vous mettant en relation avec des gens qui savent mettre en place le quarter plan, ça sera avec plaisir. Bonne écoute et kiffez bien. Donc, en gros, toi, ce que tu dis à fait, donc, tu dis, OK, déjà, tout ce qui est dans le build, dans l'amélioration, en fait, tu as redéfini ce que c'était le run et le build, parce qu'en gros, Mm. forcément, même s'il n'y a pas de définition, il y en a forcément une. Tu l'as Oui, subie parce qu'elle est historique, parce elle s'est dégradée aussi au fil du temps, parce que personne ne s'en préoccupe, et donc, du coup, ça devient, chacun a sa propre définition. Donc, tu redéfinis qu'est-ce qu'on doit regarder tous ensemble, avec qui, comment, etc. OK. Et ensuite, du coup, comme tu as des initiatives, des projets tactiques où ça va être ce qu'on appelle un peu plus du sucre rapide, c'est-à-dire on peut commencer et finir en étant plus court. Tu dis, bah, en fait, ça, maintenant, on va le regarder de manière trimestrielle, et on va le regarder par rapport à une capacité à faire avec des équipes qui sont en bottleneck, mais aussi avec les autres équipes, parce que même si tu n'es pas bottleneck, tu peux ne pas avoir un Q2 du temps parce que tu es en clôture exactement. comptable. OK. Quand tu fais ça, est-ce que, j'ai des milliards de questions, mais est-ce que
tu impliques, enfin, tu vois, dans ton premier quarter, est-ce que tu fais ça qu'avec tes équipes IT et tu dois convaincre tes équipes IT de fonctionner comme ça parce que forcément c'est nouveau, il y a de la peur, ça marchera jamais, on a déjà essayé, non c'est nul, j'ai déjà fait ça dans une boîte et en fait ça n'a pas fonctionné pour ça, non les métiers sont pas matures, pourquoi on s'emmerdera à le faire? Enfin, tu vois, les milliards d'excuses qu'on entend à longueur de journée de surtout ne faisons rien, restons là où on en est. Est-ce que du coup tu étais d'abord concentré sur l'IT ou est-ce que non, tu as dit non, j'ai réussi, j'avais un mec métier avec qui ça se passait super bien, on l'a fait Hmm. ensemble. Enfin, tu vois, c'est quoi la dynamique de tout départ où en gros, tu es un peu seul au tout début, tu as convaincu une ou deux personnes dans ton équipe, mais tu es quand même un peu seul tout, quoi. Oui, oui, c'est une très bonne question, hein, et tu mets le doigt sur quelque chose qui est super important, c'est que si tu fais pas dès le départ en impliquant toutes les parties prenantes, ça ne marche évidemment pas, quoi. Donc, Ok. évidemment que à la sortie d'une analyse qu'on a faite sur les dysfonctionnements actuels, nous avons proposé de mettre en place ce processus impliquant dès le départ l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le métier, hein, mais c'est-à-dire Ouais. des utilisateurs qui étaient les représentants des autres marchés. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié ce qu'on a appelé chez nous les marchés s'appellent des business units, et donc on Ouais. avait des BU champions. Je parle en anglais parce que c'est comme ça qu'on les a nommés, parce qu'ils venaient un petit peu de partout dans le monde. Et donc ces personnes-là étaient les représentants des différents marchés et venaient pitcher leurs demandes. Et donc on a organisé. Donc l'organisation du premier quarterly, ça a pris un petit peu de temps. Hein, ça a pris peut-être 1 à 2 mois d'organisation avant qu'il ait lieu. Ça a eu lieu à Genève, 3 jours d'affilée dans la même salle, où on s'est mis tous ensemble pour se dire voilà comment ça va fonctionner dorénavant. Les BU Champions venaient faire leurs demandes, et puis l'ensemble des équipes posaient des questions, essayer de regarder, essayer de voir si elles avaient la bande passante pour le prendre dans le prochain quarter. Et ensuite, on a réussi à faire une roadmap ensemble sur les 3 prochains mois. Et, Ok. euh, et oui, il y a eu plein de résistances, comme tu le dis. D'autant plus qu'on introduisait la méthode agile au même moment. Et donc, il y avait des gens qui avaient dit oui, mais on a déjà essayé, ça marche pas, on n'y croit pas. Enfin, tout ça. Donc, il a fallu faire beaucoup d'accompagnement, hein, effectivement. Ouais. Euh, Tout n'a pas été simple tout de suite, hein. Par contre, on l'a pas fait sur l'ensemble de l'IT, on l'a fait sur un domaine en particulier. Alors, Euh, attends, ouais, du coup, il y a là, quand tu dis des détails qui sont importants. Est-ce que, du coup, quand tu dis quand tu l'as fait avec des BU champions, c'est-à-dire que tu l'as fait avec tous les métiers, avec certaines BU, et quand tu dis après, on l'a fait avec une partie de l'IT, pas toute l'IT. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ciblé un métier qui était avec qui il y avait plus de relations historiques ou même aujourd'hui présentes, et tes équipes IT qui étaient les plus OK pour relancer cette démarche-là, t'as quand même resserré le périmètre initial. Le périmètre initial, oui, oui, on l'a resserré autour de ce qu'on appelle chez l'Occitane le sell-out, c'est-à-dire toute la vente, en gros tous les canaux de vente, hein, que ce OK. soit les canaux de vente sur du e-commerce, retail, wholesale, enfin on a pris tous les canaux de vente dès le départ et on a fait et donc toutes les équipes à la fois métier côté BU et à la fois côté IT. Et donc, c'est véritablement, je sais pas, on devait être une cinquantaine quoi dans la salle, hein, pour le premier BU, pour le premier quarterly meeting. Une OK. cinquantaine de personnes qui ont collaboré. Et oui, à l'époque, il y avait la responsable du digital qui était euh, quelqu'un que je connaissais bien, avec qui on avait la même vision de comment ça devait fonctionner. Et donc, on a travaillé ensemble, main dans la main, pour que ça marche. On était présents ensemble, on parlait d'une même voix, oui, c'était important. OK. Et donc, du coup, bah, les premiers sont importants pour ancrer une réalité, ancrer un changement, de la Oui, confiance, aussi, du kiff aussi, parce que si les gens passent un bon moment et que ça les intéresse, c'est vraiment. bête à dire, mais le fait que on est de plus en plus dans des relations un petit peu trop visio, et donc du coup, le fait de pouvoir se voir, alors bon, après il y a eu le Covid, etc., mais le fait de pouvoir avoir un moment de synchronisation permet de créer du lien, de mettre des vrais visages des histoires sur des demandes et des, et des tensions.
Est-ce que du coup, là, on parle des projets tactiques. Est-ce que tu t'en es servi aussi de ce même moment pour redécouper ce qui pouvait être fait dans les gros projets par les équipes sur le prochain quarter? Donc, tu avais les projets, les gros projets, c'était déjà en cours. Il n'y avait pas une question de priorisation de est-ce qu'on les fait ou fait pas. On était déjà en train de les faire. Par contre, tu peux prioriser par exemple, là, j'étais avec un prospect qui me dit, ah, tu sais, moi, Bertrand, là, on a un gros projet SAP Forana, ça m'étonnerait qu'on arrive à le découper en quarter. Je dis, mais mec, si tu le découpes pas en quarter, en fait, t'es mort parce que surtout ce genre de projet, c'est si tes équipes savent pas ce qu'elles veulent faire le prochain quarter, c'est sûr qu'à 1 an et demi, ton projet, ça va pas bien se passer. Est-ce que du coup, dans la première version du quarterly, tu avais sur les équipes présentes ce redécoupage ou est-ce que tu l'as fait un peu après pour te focus que sur les projets tactiques? Écoute, ça c'est une super question. Merci, j'essaye, je Oui, m'entraîne oui, et oui, tout. non, non, mais c'est vraiment une très bonne question parce que en fait, ça me permet de dire que tout ce process a été incrémental. Et je vais Ok, t'expliquer. On a, si tu veux, fait face à l'ensemble des problèmes les uns après les autres. Euh, Ce que tu mentionnes là, on l'a pas vu dès le départ. C'est-à-dire que, comme tu le ok, dis, bah, tes projets, tes grands projets, tes projets stratégiques, tu as l'impression qu'ils sont là, tu as l'impression que tout le monde a compris quelle était la priorité, c'était facile de les découper. Et en réalité, tu t'aperçois que ça marche pas exactement comme ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que une même équipe, même si tu leur as dit de prioriser et que les projets stratégiques étaient d'abord la priorité, étant donné qu'à un moment donné ils vont être autonomes sur un projet tactique, dans leur tête, ben, c'est plus facile de le faire, donc ils vont entre guillemets le prioriser sans même que tu t'en aperçoives toi. Donc ça a été des gros apprentissages. Et puis par ailleurs, ces grands projets-là, il faut quand même arriver à les découper. Donc on pourrait y revenir, mais on a quand même terminé, ça enfin m'intéresse les ce équipes. côté de. Ouais, ouais, juste pour être sûr, tu dis les grands projets, parce que tu les as découpés, ça fait partie aussi du truc. C'est-à-dire que, Oui, ok, au début, tu les as pas mis dans le quarterly parce que tu n'avais pas vu venir et que tu étais focalisé sur les projets tactiques parce que c'était le focus oui, initial. Tu t'es oui, aperçu que les équipes qui étaient du coup, qui faisaient des projets tactiques et des des projets stratégiques, en fait, si tu ne traitais pas les projets stratégiques d'une manière uniforme à les projets tactiques, ben, en gros, les équipes, non, ça ne marchait pas comme ça. Elles se focalisaient sur le sucre rapide au final. oui, Peut-être le moins complexe. La question aussi de la visualisation, tu vois, on a ce biais-là. Quand tu visualises exactement. comment tu fais quelque chose, ben, tu fais ça en priorité. Alors que quand tu commences sur ah ouais, en fait, je sais pas, faut que je fasse 3 réunions pour commencer à lancer le truc, bah forcément, ça arrive pas en début de semaine. Hmm. Donc tu dis, ok. Et en plus de ça, on a vu que les projets, gros projets, hein, c'était des gros, en dehors même de le découper par trimestre, c'était des gros mammouths. Et du coup, tu les as, tu sais quoi ta façon de le penser sur découper un gros projet du coup? Euh, oui, alors on avait des projets qui étaient pluriannuels, hein, c'est-à-dire que le replatforming e-commerce qui était en cours quand je suis arrivé, c'était 7 ans hein, de travail qui a été terminé. Euh, la manière dont on s'y est prise, c'est aussi de faire en sorte que ces projets-là se fassent de manière différente. Donc, à nouveau, hein, ils étaient plutôt en mode centralisé top-down, avec une approche plutôt traditionnelle, et on les a repositionnés, donc découpage dans un premier temps, puis bon là c'était du déploiement donc c'est facile, on les a relocalisés, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les sponsors soient vraiment locaux et métiers, ce qui n'était pas tout à fait le cas au démarrage, et surtout on a fait en sorte qu'ils soient développés avec une autre manière de faire, c'est-à-dire l'agilité. Ok, Et pour te c'est-à-dire dire, les sponsors, juste les sponsors pour les projets. C'est-à-dire que tu avais un projet pluriannuel que tu as splitté en ouais, différents projets par sponsor, c'est ça? oui, mais là c'était très contextuel, c'est-à-dire que le replatforming e-commerce, quand tu es en train de repasser, que tu es en train de replatformer le Japon, ben, assez naturellement, c'est le GM du Japon qui devient le sponsor. Ok. Quand tu es en train de le faire pour le UK, ben, c'est le GM du UK qui devient le sponsor. Euh, Ça, c'est assez facile. Par contre, je vais prendre un autre cas qui est assez intéressant. Tu parlais de SAP. On a fait, enfin, les équipes ont fait la migration de SAP tout en agile. Et je vais te le dire, c'est la première fois que SAP voyait une entreprise le faire véritablement en agile.
ils ont été assez surpris, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais peu de monde le fait. Là, les équipes se sont réparties le projet en une dizaine de streams en parallèle, avec des rituels agiles, et avec un partenaire qui nous a suivis, qu'il a fallu un peu former d'ailleurs sur le sujet. Et c'est la première fois que ça s'est fait de manière différente, même si, on va quand même se l'avouer, les dernières semaines ont été un petit peu à l'arrache, hein, qui est aussi le complément de l'agile de temps en temps. Mais en tout cas, tout a été fait en mode agile et franchement, ça c'est une réussite incroyable. Faire la bascule sur SAP Forana en agile, je crois que c'est une première en France. Et du coup, du coup, tu disais, donc, par exemple, le RP, là, tu avais un seul sponsor ou tu avais décomposé les projets par Oui, sponsor? il y avait qu'un seul sponsor, même Ok. si ensuite, dans la décomposition, il y avait, on va dire, des parties prenantes très très fortes. Tu vois, quand, je te prends des exemples, hein, mais quand tu as un ERP comme ça qui est déployé mondialement, ben, tu vas avoir des spécificités qui n'ont lieu que dans certains pays. Par exemple, le Brésil, qui est un pays où les taxes sont c'est un cauchemar de comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a que le GM du Brésil qui peut nous soutenir et de faire en sorte qu'on ait le bon niveau de focus, le bon niveau de priorité, le bon niveau d'implication pour pouvoir y arriver. Par contre, le projet global était sous un seul sponsorship, oui. Donc, en fait, parce que là, on parlait de vocabulaire, tu as parlé de projet, de stream, etc. En fait, Oui, tu avais le grand truc que tu appelles ce que tu veux, projet, programme, machin. oui, Ça, c'était, il y avait un lead global. Par contre, oui, chacun des streams avec des focus soit géographiques, soit fonctionnels, avaient eux des leaders métiers. On est d'accord. Donc, en fait, moi, absolument. dans mon vocabulaire, ce serait, tu avais ton programme ERP et ensuite, tu avais découpé en projets qui sont orientés soit par pays, soit par fonction, avec des leaders métiers pour que ce soit eux qui soient en prise. Et là, tu redis un truc que tu as dit au tout début pour passer d'une priorisation IT à une priorisation métier. Parce que tu as Absolument. dit, pour que le GM brésilien nous aide à prioriser là-dessus, la majorité du temps, malheureusement, comme il n'y a pas de sponsoring fort métier au bon niveau, c'est l'IT qui commence à prioriser ce qu'il pense est le plus important en termes de features, de paramétrage, etc. Et c'est où là, on a aussi un gros gaspillage de qu'est-ce qui était indispensable et qu'est-ce qui l'est pas. Ok. Tout à fait. Alors, ça aussi, hein, c'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire, on était au moins deux anciennes Octo, et donc je vais le nommer quand même parce que ça a été mon alter ego sur cette transformation qu'on a faite chez L'Occitane, c'est Alexandre Maslow. Et là-dessus, on a énormément été vigilant sur le cadrage des projets. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'agile qu'on ne doit pas passer du temps à cadrer un projet, c'est-à-dire à s'aligner fortement. Et c'est quoi un cadrage, hein? C'est ni plus ni moins qu'un temps passé par une équipe qui va être sur le projet pour s'aligner. Et c'est une équipe pluridisciplinaire, ça c'est super important. On fait intervenir l'ensemble des fonctions nécessaires pour que le projet ait lieu. Et cette équipe, elle doit définir dès le départ, avoir une clarté sur la vision du projet ou du programme, hein. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a des moments très très forts où on va venir challenger très fortement certaines fonctionnalités. Et c'est cette équipe pluridisciplinaire qui peut être en capacité de challenger tout ça. Ok. Quand tu, euh, quand tu parles de, tu sais, de projets, donc du coup, donc tu as un portefeuille, appelons initiative, parce que tu as les projets tactiques, tu as les projets stratégiques, tu as les Et c'est sprints, tu en exactement comme ça qu'on les appelait, des initiatives, oui. En fait, c'est rigolo parce que plus tu utilises un mot qui est utilisé dans le temps avec les gens, plus il devient galvaudé. Donc, on est obligé d'aller chercher de nouveaux mots pour C'est faire ça. un reset dans la tête des gens pour dire vas-y, regarde ce mot, tu l'as jamais utilisé, moi non plus. On y met notre définition. Parce que si tu mets le mot projet, il a tellement été, ou même produit, même agile, il a tellement été utilisé à tort et à travers avec des façons de faire différentes que c'est compliqué de changer une définition que les gens ont déjà. Bon, mais façon. Et donc, du coup, quand tu as ces initiatives-là, tu as vraiment une question, tu vois, et notamment dans la partie quarter plan, quarterly, de priorisation, etc. Moi, ce que je vois, c'est que tu as toujours deux composantes. Tu as la composante combien ça coûte en temps, parce que plus c'est cher, moins ça a de chances d'être priorisé, sauf si vraiment c'est prioritaire. Mais dans la question de attends, ça va être 10 jours hommes, 20 jours hommes. Donc, c'est ce que
toi, tu apportes en termes d'expertise en disant, grosse maille, on n'a pas cadré encore le truc, mais si tu veux faire ça, ça va toucher à ça dans ces équipes. Et dans ces 3 jours-là où tu as les gens, tu as le dialogue possible, la compétence technique pour pouvoir commencer à faire Voilà. du pré-chiffrage macro, mais qui donne un élément. Tu as l'autre côté, tu as, attends, mais c'est quoi que tu recherches à faire? Et c'est quoi le KPI, le gain, etc. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que les entreprises, notamment la direction, quand tu vois les gains dans les projets ou autres, c'est la liste à l'après-vert. Si tu as 10 objectifs d'entreprise, tous les projets en ont au moins 6. Tu vois, plus tu en mets, mieux c'est. Et il n'y en a aucun qui est vraiment travaillé. Et en plus de ça, comme tu en as plein, a posteriori du projet, de la feature à plus 6 mois, plus 9 mois ou plus ce qu'il faut, jamais personne va venir voir ce qui s'est passé. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression qu'on a aussi une problématique de comment les gars on se met d'accord sur la qualification notre méthodologie de qualification de ce que c'est. Alors, tout ce qui est framework, RISE, ça, moi, je suis pas trop fan parce que tout ce qui est équation, ça appauvrit l'intelligence un peu, quoi. C'est-à-dire, regarde, ça marche sur un chiffre, c'est OK. Ça a des vertus, mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment regarder ensemble et ça reste un gain. Et ça, j'ai l'impression qu'on est plutôt machine à gaz que pragmatique. C'est quoi, toi, Ça, c'est un sujet qui me passionne, figure-toi. Euh, alors, moi, je pense qu'il faut faire simple. Et donc, c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on a fait. Et tu vas voir, même quand c'est simple, c'est pas toujours facile de le mesurer. Donc, pour moi, et donc là, je vais parler même des projets stratégiques, hein, c'est-à-dire ceux qui sont vus au niveau du COMEX. Donc, chaque projet stratégique est sponsorisé par un membre du COMEX. Et pour chaque projet stratégique, il y a une seule KPI. Une seule. Pas évidemment que chaque programme, chaque projet va faire bouger des choses dans l'entreprise, mais pour moi, ce qui est important, c'est de se dire quelle est la KPI principale, l'indicateur qu'on va regarder, ce que l'on veut voir bouger. Et je vais quand même être ici à nouveau très basique, hein. C'est soit de l'EBITDA, c'est-à-dire de la top ou bottom line, c'est-à-dire est-ce que ça rapporte de l'argent, hein, voilà. Est-ce que ça en rapporte par des ventes supplémentaires ou est-ce que ça évite d'en dépenser dans le futur? Donc du top ou de bottom line. Deuxièmement, soit c'est du risque, c'est-à-dire des projets réglementaires qu'on est obligé de faire, sinon il y a des euros en face. Hein, ne pas les faire, ça veut dire que ça a un impact. Soit on va se le dire, on ne sait pas le mesurer. Et à ce moment-là, nous, on a une catégorie qui s'appelle survival, c'est-à-dire le projet qu'il est absolument nécessaire de faire. Et on ne va pas embêter les équipes à essayer de mesurer quoi que ce soit, parce qu'en réalité, il faut le faire. Je vais prendre... tu vois, moi, j'ai vécu trop de fois dans ma vie professionnelle des moments où on a ce fameux jeu où on essaye de faire dire des choses aux gens. Vas-y, évalue-moi le gain que va faire tel projet. Et en fait, personne n'est en capacité de le faire à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon, il faut le faire. Et donc, il faut arrêter de se mentir. Soit ça rapporte de l'argent, soit ça évite d'en perdre ou de diminuer les risques de l'entreprise, soit on sait qu'il faut le faire et on le fait et on s'embête pas à mesurer. Pour les projets sur lesquels on a défini une KPI qui est faire de l'argent ou diminuer du risque, on avait ce concept de reality check, c'est-à-dire qu'à la fin des projets, systématiquement, pour tout projet au moins stratégique et certains tactiques, on voulait mesurer ce qui avait été proposé. Parce que sinon, là aussi, hein, il y a ce fameux jeu de surdimensionner l'impact d'un projet pour qu'il passe, quel que soit le projet, et en fait, tu t'aperçois que les gains derrière, ils sont pas au niveau que tu attendais. Mais pour nous, c'était pas tant ça, c'était surtout de qu'est-ce qu'on apprend de ça. Parce qu'on voulait rentrer dans une démarche importante d'amélioration continue. Et pour pouvoir faire de l'amélioration continue, il y a prédire, mais il y a surtout observer ce qui s'est passé et pouvoir en tirer des conclusions. Et cette phase de reality check, qu'est-ce qu'elle est dure à maintenir dans le temps. C'est dur. Ouais, Les c'est périmètres super sont dur. trop, le contexte bouge, le périmètre bouge, et donc du coup, quand tu veux faire une Oui, photo avant-après, tu as tellement d'aléas qu'en gros,
tu es en train de faire une moyenne de moyenne, Oui, oui, il y a ça déjà. Et puis, il y a aussi la peur. Hein, et là, on va parler d'humain, quoi. C'est-à-dire que les gens ont peur de montrer des chiffres qui ne correspondent pas à ceux qui avaient été prédits dès le départ. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si tu veux vraiment rentrer dans une démarche d'amélioration continue, si tu veux être une entreprise apprenante, il faut dépasser ces peurs-là. Le projet qui apporte, faut regarder ça de manière assez froide. Hein. Moi, c'est ce que je disais à mes équipes. J'ai jamais d'émotionnel vis-à-vis d'un projet, qu'il soit priorisé ou pas, qu'il marche ou pas. Je préfère qu'il marche, évidemment. Mais s'il marche pas, faut pas avoir d'émotionnel. C'est pas voilà, il faut essayer de regarder ce qui n'a pas fonctionné et essayer justement sur les prochains d'inverser. Donc ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose de super important, c'est-à-dire simplifier pour que on n'entre pas dans des usines à gaz, parce que sinon on ne va rien mesurer, on ne va pas pouvoir tirer aucune conséquence, aucun apprentissage. Donc simplification et responsabilisation des sponsors dès le départ, l'incarnation sur les projets importants. Alors, l'incarnation, c'est clair. Je reviens sur la partie, tu sais, objectif, gain et tout. Oui. En gros, moi, ce que je vois, c'est déjà, il y a une confusion entre quel est l'objectif du projet, le KPI qu'on va améliorer avec ce projet-là, qu'on va le mesurer, et la contribution du projet à l'objectif de l'entreprise. Et en fait, c'est deux choses différentes. En gros, déjà, Complètement. est-ce que ton projet s'inscrit dans une démarche d'entreprise? Mais là, ça Oui. sert à rien d'aller chercher à quelle hauteur il va aider l'objectif de la boîte, etc. Parce qu'en fait, sauf s'il y a un Hum, objectif où tu as un objectif thune, et donc du coup, forcément. Mais hum, si c'est hum, des hum, hum. objectifs un peu plus macro, d'aller à l'étranger, etc., tu dis, bah oui, il contribue à ça. Donc c'est là où les gens mettent un peu la liste à la prévère de ça va contribuer à 2-3 projets d'entreprise parce qu'il y a l'international, il y a la vente, je sais pas quoi. Hum, hum. Et donc, du coup, c'est plus pour moi, c'est un cadre de pensée qui permet aux gens de se dire, OK, est-ce que quand je propose un truc ou autre, je suis aligné avec le cadre global de l'organisation, là où elle veut aller. Et ensuite, il y a le gain de ton initiative qui, elle, doit être en forme de T-shape. C'est-à-dire que Hum. si tu n'es pas capable de dire un KPI fort sur lequel tu tapes et que tu essaies d'en mettre plein, tu te mens. Et quand tu peux Hum. le faire, ben, du coup, c'est là où, comme toi, tu peux t'engager en disant, si, je pense qu'on peut le faire, ton projet, pour moi, il devient naturellement prioritaire parce qu'on va être en capacité de l'évaluer. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain de dire, en fait, tous les projets, on n'est pas capable d'avoir le T-shape. Par contre, ceux où on peut, ils sont hyper stratégiques hein, parce que ça va être notre Absolument. capacité à aller chercher de l'impact, à aller voir si on est bon. Et donc, du coup, c'est à final, quand tu as 100 initiatives, ben, en Hum. fait, tu vas plutôt privilégier celle où tu vas pouvoir savoir si tu as été bon ou pas. Parce que celle où tu Ex- ne peux pas le regarder, en fait, au final, tu t'écopes, quoi. Tu dis, c'est sûrement cool, mais je suis pas sûr. Et donc, du coup, déjà, de différencier de est-ce que je prends une initiative qui contribue à la stratégie, c'est une chose, et c'est très bien. Et ensuite, est-ce que j'ai un projet qui peut se mettre dans une catégorie T-shape de EBIT ou autre, c'est une autre chose. Et souvent, on mélange tout. On on mélange mélange tout, et tout. à la fin, du coup, tu comprends Ouais. plus grand-chose. Tu as tout à fait raison. Et ce que je vais rajouter, c'est que un de nos apprentissages, c'est qu'il faut dès le démarrage non seulement faire une estimation, mais aussi définir, avant même de démarrer le projet, la méthode que l'on va utiliser Ouais. pour mesurer. Et, et, Et à, et à ça, combien de temps, en time to be post-project initiative, ça peut être valable parce que tu as le temps du projet et des fois, ça a plus de 9 mois que tu vas regarder bien si sûr. le résultat est là, quoi. Mais se mettre d'accord sur le protocole de mesure dès le départ, euh, c'est fondamental. Et ça permet vraiment aux équipes ensuite d'être vraiment toujours alignées, engagées derrière cet objectif-là. Au plus c'est précis, au plus tu vas expliquer comment tu vas mesurer, au plus tu as une chance de pas réussir, hein, mais au moins Hmm. de pouvoir faire d'avoir des apprentissages par la suite. Et pour moi, ce que tu dis et que je trouve vraiment sain dans l'approche, c'est d'accepter que en fait, tous les projets ne vont pas avoir des gains, on ne saura pas les faire. Et que tu as les projets avec gains, tu as les projets sans gains mesurables, et que c'est deux espèces de projets différents, mais que du coup, au moins, on ne se ment pas. Par contre, ceux où on le fait, on va vraiment bien le faire, et le fait qu'on le fasse va donner un élément de priorisation beaucoup plus fort, Oui, parce que ça va être beaucoup plus palpable. Et je trouve qu'en fait, comme on ne dit pas ça souvent, bah, les gens ils vont tous mettre des gains foirés, au final on fera rien. Alors que peut-être sur oui, 10% oui. des personnes on aurait pu le faire et ça aurait été hyper structurant de le faire. D'accepter ça, je trouve ça intéressant. Déjà, il faut l'accepter, faut le partager avec le codir, hein, Ouais. c'est vraiment super important.
Et puis, il faut sortir aussi de cette croyance, de ce fantasme que les projets, on va réussir, que les projets doivent réussir. Enfin, faut arrêter d'insulter le passé. Euh, il faut juste regarder combien de projets dans le passé ont atteint leurs objectifs. C'est quoi le pourcentage de projets? Et pour ça, moi, mes collègues de la finance sont mes alliés. C'est-à-dire que eux voient passer des projets, et c'est d'ailleurs, en tout cas chez l'Occitane, c'était des personnes de la finance qui avaient le plus de recul, étaient vraiment en capacité de challenger, non pas bêtement, est-ce qu'on peut pas le faire pour moins cher ou quoi que ce soit. C'était vraiment pas ça. C'était la valeur que la personne perçoit dès le départ. La personne dit ouais mais attends, euh, j'ai rarement vu ça. D'ailleurs, il y a un risque de cannibalisation sur les canaux de vente. Et puis il y a du phasing qui va rentrer en ligne de compte. Et puis là, les objectifs que vous vous fixez de productivité, ils vont pas être réels, puisqu'on va pas virer du monde, on va pas virer 0,5 personnes, 0,5 ETP sur à un moment donné. Donc, tu vois, ces personnes-là de la finance, moi, je les implique dès le départ. C'est des personnes avec qui on a très, très bien travaillé, aussi pour la valorisation des projets et du coup la priorisation. Ouais. C'est super parce que important. déjà, la partie financière, la DAF, il est déjà dans une logique trimestrielle. Donc, Absolument. lui, il est déjà. Moi, ce que je vois qui me fait toujours, je me rends compte, mais du waouh, je me dis waouh, le monde il tourne chelou. C'est, je vois de plus en plus d'entreprises dont le pilotage financier au mois, au trimestre est fait. Donc, est-ce qu'on est on budget? Oui, mais le on scope est pas du tout regardé. Donc, à plus 9 mois de l'année, en fait, on a cramé la thune qu'on avait dit qu'on allait cramer tous les mois, tous les trimestres, en prestat, en machin, etc. Par contre, en fait, des fois, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on devait faire. Et en fait, on se rend compte que parce qu'on est en train de préparer le budget de l'année prochaine et que là, du coup, on commence à se dire, OK, en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le budget de l'année prochaine? Et en fait, c'est super triste, cette partie-là. Et, Oui. du coup, je pense que ça crée aussi cet affrontement qui est des fois courtois, mais qui est quand même réel entre la DSI et la finance, où en fait, c'est un menteur, quoi. En gros, le DSI, de toute façon, il dit, bah, c'est comme ça a toujours été comme ça depuis 15 ans avec qui je travaille, on ne pourra pas Oui. faire autrement. Et le DAF dit, ouais, mais mec, si on met de la thune, mais qu'on ne sait pas si on a fait ce qu'on avait dit, et du coup, c'est un affrontement qui devient un peu au final pas très structurant. Et j'ai l'impression que toi, ce que tu as fait, c'est de dire, bon, déjà, on va pas se mentir sur qu'est-ce qu'on recherche avec ces projets-là. Et si on les accepte, c'est qu'on a accepté que ce n'était pas des projets qu'on avait mesurés. Donc, c'est une discussion tout à fait louable, mais on ne se ment pas. Ça, c'est le premier truc. Et le second, c'est que quand tu fais ta priorisation trimestrielle, tu peux faire tous les 3 mois une photo de est-ce qu'on a cramé le cash et est-ce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire et est-ce que ça correspond à une dynamique et est-ce que du coup, déjà, je vois à plus 3 mois, plus 6 mois que le truc de 2 ans, il va commencer Absolument. à être chaud ou pas. Et donc, du coup, tu as un principe de réalité, de reforecast, de délai, de planning qui est, j'imagine, confortable en tant que DSI par rapport aux membres du COMEX parce que du coup, c'est plutôt des petits séismes en continu qu'un gros truc à 9 mois où ta tête elle passe sous la guillotine de temps en temps, quoi. Oui, oui, et puis ça permet d'engager les équipes aussi. Hein, enfin, c'est quand même plus confortable quand tu changes pas non plus de priorité tout le temps, même si il faut être agile là-dedans et que nous on a eu quand même plusieurs crises qui se sont succédées, hein, à la fois le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça où on était à un moment donné présent en Russie, il a fallu en sortir. Tout ça fait à un moment donné que tu es capable de reshifter très rapidement tes priorités. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Et, euh, et donc, du coup, toi, concrètement, est-ce que ta relation à tes pairs, donc aux membres du COMEX Top Management, Oui. entre les expériences où tu as pu mettre en place cette méthodologie, alors j'aime pas le mot, cette organisation, c'est pas une méthodologie, cette organisation, et là où tu l'as pas fait, vraiment en termes de relationnel, c'est quoi concrètement ce que ça a changé? Ouais, moi, je suis arrivé avec des grandes convictions et c'est ça que j'ai proposé de mettre en place. Hein. Il se trouve que ces convictions-là, je les avais partagées lorsque j'étais
en mission chez l'Occitane en tant que consultant. Et à ce moment-là, lorsque je les ai partagés, je me rappelle que Reynald Gégère, le grand patron de l'Occitane, disait toujours, moi les consultants, je les aime pas parce que ils nous font des promesses qu'ils ne savent pas tenir. Donc, si vraiment tu en es vraiment convaincu que ça marche, viens le faire chez nous. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez l'Occitane. Et, euh, et donc, la relation avec l'ensemble des membres du COMEX, elle passe par déjà le fait d'expliquer les choses, de faire le fait de les engager, mais comme je te le disais, toujours le fait de commencer à le faire sur un périmètre plus restreint, de démontrer que ça marche. C'est exactement ce que j'avais fait aussi chez France Télévisions, où on avait commencé avec le responsable des sports à l'époque sur lorsque je suis arrivé sur le tunnel d'événements des sports, tu vois, on avait enchaîné le Tour de France, les JO, enfin Roland Garros, tout ça. Et on savait pas comment y arriver. On avait mis en place quasiment le même type d'organisation. Et lorsque ça a fonctionné, les autres membres du COMEX sont venus me voir en disant et si on faisait ça chez nous quoi aussi. Donc il faut d'après moi prouver que ça marche. Il faut que lead by example et il faut que tu montres que ça marche. Quoi. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, moi j'ai toujours eu un style de management. Euh, Tout à l'heure, tu disais dire les choses. Ouais, je pense que c'est super important et être dans une transparence absolue. Ne rien cacher. Je, 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 je suis arrivé déjà dans des positions où, notamment, il y avait dans les budgets des espèces de, tu vois, de poches qu'on garde, qu'on montre pas. Enfin, ce genre de choses. Moi, j'y tiens pas parce que ce que je veux, c'est une transparence absolue pour que les gens puissent être certains que quand on essaye de faire quelque chose, on est dans l'authenticité, on est vraiment dans la volonté que ça marche et que ce soit de la co-construction, que ce soit du co-développement. Mon style de leadership, c'est ce que j'appelle le servant leadership, c'est-à-dire une posture qui est assez exigeante et qui est pour le coup très courageuse. Hein. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire bah, le servant leadership, finalement, c'est un leader soumis. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. C'est un leader courageux, bien au contraire. C'est un leader qui va tout faire pour créer un environnement pour que les personnes s'épanouissent, tout en étant exigeant dans le delivery. Et c'est ça qu'on a réussi à mettre en place. Et quand tu arrives à faire ça, tu as que ce soit, je me rappelle des personnes qui ne savaient même plus si elles étaient métier ou IT. À la rigueur, on s'en fout complètement. Hein, moi, j'ai déjà dit à mes équipes, ne me parlez pas du métier ou de eux ou de ils. Ça ne marche pas. C'est ensemble quoi qu'on fait les choses. Ça paraît une lapalissade de le dire, mais le fait de l'incarner en tant que leader, c'est super important et c'est ça qui fait que ça marche. Mais du coup, pour répondre à ma question, entre les expériences où tu as mis ça en place, Mmh. parce que tu as été honnête, Oui, tu as excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question. non, mais c'est important parce que je veux comprendre comment toi tu synthétises les changements de comportement Ouais, qu'il y a entre quand tu as cette organisation et quand tu ouais. l'as pas. Parce que si tu veux, par exemple, moi j'entends tout le Ouais, temps, c'est assez simple. Hein. Non, mais je vais te répondre en un seul mot. Hein, c'est la confiance. OK. Hein, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'après, tu n'as plus les mêmes types de relations. Tu n'es plus sur une relation de méfiance, tu n'es plus sur une relation de mais combien ça coûte et on est dans une relation de, à nouveau, je vais le répéter, ce mot qui est important pour moi, de co-construction. C'est-à-dire qu'on bascule dans le fait qu'on essaye de faire ensemble. Et ce n'est pas toi contre moi, c'est ensemble qu'on le fait. Et cette Et relation, et ça au niveau des membres du COMEX. ouais, et Hein, globalement, même du top management avec le N-1, le côté ouais, étendu. Ouais. Et, exactement. et est-ce que tu vois, moi, je suis assez critique de la partie. Moi, je suis DSI, tu sais, business partner, parce que quand tu lis les articles sur CIO Online, etc., depuis 2005, tout le monde est business partner. Et Ouais. j'ai l'impression que pour être business partner, il faut qu'il y ait, comme tu dis, ce mot confiance, il est au cœur. C'est-à-dire qu'en fait, on a confiance de travailler ensemble. Oui. Tu t'étais pas le DSI ou l'IT en général est une aide. On travaille, etc. Et la confiance, j'ai l'impression que, comme ce que tu dis, c'est que le quarter plein, le quarterly, là, enfin, bien Oui. exécuté, cette organisation crée la confiance. Est-ce que Absolument. on dirait pas, on pourrait dire que pour être business partner au final, et en dehors des mots, il faut créer la confiance, et que un des instruments que toi tu as trouvé qui est vraiment fondamental pour la créer, c'est cette organisation en trimestre. Est-ce que ce raccourci est vrai, ou est-ce que tu le dirais pas comme Ah, ça?
c'est intéressant. Euh, Il y a corrélation, je suis pas sûr qu'il y ait causalité, comme dirait mon copain Alex. Ce qui est sûr, c'est que non, ce qui est sûr, c'est que ça permet de donner, à nouveau, hein, on va travailler sur la transparence et la crédibilité. Tu vois, si tu prends la formule de la confiance, qui est assez communément admise, hein, qui est la crédibilité, la fiabilité et l'intimité, divisé par la self-orientation, c'est-à-dire le côté auto-centré. C'est à peu près ça, une formule intéressante de la confiance. On voit que, J'avais pas la ref, mais je me l'écrirai après le podcast et voilà, j'essaierai je de te voir un peu l'enverrai. plus. Je te l'enverrai parce que nous, on l'a beaucoup utilisé justement pour travailler là-dessus. Et tu vois que finalement, mettre en place des quarterly travaille sur cette euh, formule-là, hein, puisque tu vas avoir augmenté ta crédibilité. Parce que quarterly après quarterly, tu démontres ce que tu délivres et donc tu donnes beaucoup de visibilité sur ce que tu délivres. En co-construction avec eux, En parce que c'est co-construction, donc tu diminues la self-orientation et tu travailles sur l'intimité puisque tu fais en sorte que ça se passe avec. Tu vois, lorsqu'on a fait ces fameux quarterly meetings, au départ, on était ensemble, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on a fait en sorte de réunir les gens dans un premier temps, même si à la fin, et grâce au Covid, on le faisait à distance. Et puis, oui, tu as augmenté ta fiabilité au final. Euh, on tu vois mon sait point. très bien que entre les premiers quarterly et les derniers, on s'est tellement amélioré qu'on avait Bien une sûr. capacité ensuite à prioriser qui était devenue de plus en plus fine. Les équipes ont, à chaque quarterly, elles partageaient comment dire, leurs indicateurs de performance, de delivery, et donc à la fin, tu obtiens quelque chose qui est de plus en plus performant. Mon point, tu vois, il est sur le fait que je pense pas que ce soit suffisant parce que, par exemple, si tu as pas Non, des gens bien câblés ou une structure cloud qui te permet d'itérer parce qu'en fait, c'est un enfer d'itérer sur les projets parce que tout est on-premise, tu gères pas ton infra, enfin bon, tu as plein de problèmes autres. Par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que euh, souvent la partie IT, elle va se focaliser sur la partie tech, tu vois, la partie infra, la partie, tu vois, toute cette partie-là, les bons prestats, etc. Et en fait, si tu n'as pas cette organisation trimestrielle avec les métiers, hum. c'est comme si c'était une condition nécessaire, non suffisante, mais nécessaire, tu vois. Cette Ouais, ouais, capacité. je pense enfin, il y a différentes formes d'organisation, mais en tout cas, moi je trouve celle-là très efficace. Ok. Finalement, pas très dur à mettre en place. Le Euh, ratio énergie-impact est bon. C'est ça la oui, question. exactement. Mais C'est de ça, c'est sûr. l'énergie, c'est de Ouais. l'argent, mais par contre, c'est le ratio Maintenant, qui est. ouais. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on a écrit et qu'on a partagé avec tous les membres du COMEX dès le départ. Enfin, moi, j'ai été très, très transparent là-dessus. Le process qu'on mettait en place avec les quarterly, avec la priorisation stratégique au niveau du COMEX, j'avais la certitude, et je leur ai dit, et ça s'est vérifié, qu'on aurait des frustrations très fortes. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthodologie qui va supprimer les frustrations. Parce que le jeu, il est pipé dès le départ. Hein, des demandes, tu en as 3 fois plus que dans la capacité, systématiquement, voire X fois plus, on ne sait même pas l'identifier, et on n'est pas en capacité de tout satisfaire. Donc forcément, il va y avoir des gens déçus dès le départ. Mais par Mais contre, le fait que ça se fasse de manière collaborative à itération fait que c'est constante accepté. et avec itération, tu as Et dans avec un cercle. itération, c'est accepté. Et j'ai Moi, je l'impression me aussi que rappelle, je vais te raconter cette anecdote où on est dans un COMEX une fois, où on sait qu'on a la capacité de rajouter un projet stratégique. Et ce projet, c'est soit on travaille sur un des canaux de vente en Chine, qui est une des business units qui marche très très bien à l'époque, soit on fait un projet pour la finance, en gros, un budget réglementaire qui permet de réduire le risque considérablement. Quels critères tu mets pour pouvoir comparer les deux? Pas grand-chose, hein, en réalité, ouais. hein, on va se le dire.
Et donc, à ce moment-là, chacun défend son projet. Chaque sponsor explique l'importance de son projet en toute bonne foi, en toute honnêteté. Et les deux sont très légitimes. Mais il faut choisir. Bon, ben là, je me retourne vers le CEO léger, quoi. de l'époque en disant, ben voilà, il faut trancher. Il faut juste choisir, en fait. Moi, on peut tous avoir un avis, mais à un moment donné, il faut juste choisir. Et choisir, c'est renoncer, donc vas-y, lequel tu prends. Et donc, on était parti, bon, peu importe, hein, sur celui réglementaire, parce qu'il y avait un enjeu fort d'un point de vue réglementaire. Et je me rappelle que la directrice, enfin, la personne en charge, la directrice de l'Asie, dit que quelqu'un que j'estime énormément, dit bon, ben, je suis pas satisfaite parce que j'aurais aimé que mon projet passe. Maintenant, je comprends le fait qu'on les choisit ensemble, ça m'aide à comprendre et ça m'aide à l'accepter plus facilement. Alors que précédemment, ce n'était pas Oui. comme ça que ça se passait. C'était des gens qui appelaient le DSI, qui disent mon projet il est prioritaire, l'autre aussi, ça se fait en étoile. Et Ouais. à un moment donné, on choisit, mais il y a quelqu'un qui, d'un seul Ou coup, des fois, on ne choisit pas et on fait les deux. Et alors, les deux vont à la catastrophe. ouais, Ça, c'est aussi, ça, et ça, c'est, c'est, ça, c'est aussi voilà. souvent le cas, quoi. Paralyser les trucs, c'est important. Écoute, Et j'ai essayé ce qu'on avait réussi à faire chez les Furets. J'ai essayé de mettre en place une WIP, donc du work in progress, une limit WIP, limiter le work in progress. Ça n'a pas vraiment fonctionné. On n'a pas vraiment réussi. Ça a été un ok. des petits échecs, c'est-à-dire que malgré tout, il y a des trucs qui sont arrivés. Il y a des fois où on nous a tordu le bras pour que ça passe quand même, et il y a des projets qui sont quand même passés jusqu'au plus haut niveau voilà, de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des fois où, à un moment donné, bon, malgré le fait qu'on Ouais. sache qu'il ne faut pas rajouter, on l'a fait quand même. Bah, en fait, si tu veux, c'est que aussi, tu as toujours envie de mettre, d'en mettre un peu plus, quoi. Ça peut peut-être passer, etc. Ce qui est compliqué, c'est que ils ne voient pas l'incidence de leur choix Oui, le moyen long terme. Donc, en fait, ils n'ont pas de courbe aussi en tant que directeur généraux d'apprentissage sur le fait, les fois où j'ai poussé, ça a oui. craqué en 9 mois, à 1 an, à 2 ans. Parce que le moment où Et tu le pourtant, pousses, on donnait hein, ce type d'informations, mais voilà, ça tu as prend du raison. temps. Ça prend du C'est temps. Ça, bon, tu sais, avec Alex, on a fait une formation, enfin, on a créé une formation pour qu'on donnait pour n'importe qui au sein de l'entreprise sur la pensée irrationnelle et à quel point la pensée irrationnelle est très présente en entreprise. Et c'est hallucinant, hein. C'est-à-dire que le nombre de fois où on prend des décisions alors que l'on sait qu'on ne devrait pas la prendre, à l'inverse de ce qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, c'est incroyablement fréquent. bah, moi, un des trucs aussi que j'ai vu, tu sais, en termes de, 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 de volonté organisationnelle de changer les choses, etc., Mmh. c'était la volonté de passer. Beaucoup d'entreprises ont eu la fièvre des OKR, moi j'appelle. Mmh mh. Et en fait, tout le monde voulait être OKR, etc., mais le delivery, le quarter plan n'existait pas. Donc, on Mmh. mettait des objectifs trimestriels sur, Mmh. un delivery qu'on n'avait pas. Et donc, en fait, c'était complètement explosé sur le papier. Donc, Oui. il y avait ça. Et ensuite, il y avait en fait la différence entre. Alors, tous les gourous sur les OKR, ils le disent entre KPI, key résultats, machin, etc. En fait, moi, ce que j'avais l'impression, c'est que déjà, juste de faire accoucher à chaque direction ses objectifs annuels, c'est Mmh. déjà un truc. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est deux combats qui sont pas les mêmes, mais qui se Oui, oui, regroupent à un moment donné, entre oui. comment tu as un delivery trimestriel qui est puissant et comment, à un moment donné, ce delivery, il peut être au service d'objectifs intermédiaires de business unit pour les aider à eux-mêmes Mmh. prioriser leurs propres initiatives. Et j'ai l'impression que le fameux P0, P1, P2 du marketing, en fait, il est compliqué parce que le marketing n'a pas ses objectifs annuels ou semestriels Mmh. de qu'est-ce qu'il préfère faire. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a encore du travail sur qui doit mettre en place des objectifs, à quoi ça sert. Bah, en fait, les objectifs de chaque direction, c'est pas pour aider à prioriser en transverse, c'est déjà pour aider à prioriser dans l'ensemble des initiatives d'un seul domaine. Et du coup, est-ce que vous avez eu ce genre de choses au niveau des AKR? Est-ce qu'il y a eu des tentatives?
Non, pas tant que j'étais présent chez l'Occitane. Je sais qu'ils ont commencé, il me semble, dernièrement, à les mettre en place. Un des grands problèmes qu'on a eu, c'est effectivement ce manque de vision stratégique traduit dans une stratégie qui soit très très claire sur l'ensemble des canaux de distribution et sur l'ensemble des business units. Donc quand on a commencé à toucher ça du doigt, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ce qu'on a appelé une transformation map, c'est-à-dire, en gros, c'est l'équivalent d'une roadmap sans les dates, en donnant plutôt des horizons pour éviter justement d'avoir ce fameux phénomène d'ancrage. Hein, dès que tu donnes une date, la personne ne retient que ça. Mais malgré tout, de donner des orientations sur pas mal de thématiques et chacune des thématiques étant décrite dans un one-pager. Et ça aussi, c'était assez puissant, c'est-à-dire qu'un document pour décrire une problématique comme la data science ou le cloud, ce que tu veux, partagé avec les business leaders, de telle manière à ce qu'on puisse s'aligner sur les grandes orientations que nous, on pouvait prendre d'un point de vue technologique. C'est pas idéal, je te l'accorde, c'est-à-dire que dans l'idéal, ce que j'aurais rêvé avoir, c'est à nouveau une vision et une stratégie qui soient partagées sur l'ensemble des marchés, des business units et des directions, mais c'est pas facile à obtenir. Je pense que ça tient de la culture de l'entreprise d'un côté. Je connais des entreprises chez qui ça marche, mais ça demande une discipline extrême. Hein, et vraiment, je pense aussi le fait de simplifier, quoi, comme on en parlait tout à l'heure, hein, de vraiment arriver à quelque chose de simple là-dessus, parce que sinon, on va rentrer à nouveau, on va avoir, comme tu le disais, une usine à gaz et les fantasmes qui vont s'intégrer là-dedans sans avoir une capacité de vraiment les décliner, d'avoir un alignement très fort. Voilà. Moi, j'aurais rêvé, mais ça n'a pas été le cas. Non, mais très cool. Bah écoute, merci Alain, c'était super intéressant. Oui. Ça donne plein d'éléments de réflexion, surtout sur, voilà, là, tu avais la transparence que tu donnes, c'est-à-dire les débuts, la manière dont tu set up le truc, qu'est-ce que ça change. Je trouve ça super cool. Est-ce que si des gens veulent te contacter parce que s'ils trouvent ça intéressant ou que ça résonne en Avec eux grand par rapport à plaisir. des expériences, ouais, ils peuvent te contacter sur LinkedIn, Oui, c'est oui, oui. bon? Avec grand plaisir. Et du coup, je vais me permettre de faire un petit peu Vas-y, de pub. vas-y, Mais vas-y, fais de 30 la pub. secondes de Moi, pub. je prends le Je prochain. suis... Oui, oui, oui. Pour ceux qui connaissent, il y a une communauté qui est fantastique en France qui s'appelle Tech Rocks. Ouais. C'est une communauté gratuite. Plus Et CTO, plus avec que Tech Rocks, DSI. comment? Plus CTO que DSI en termes Oui, un peu plus d'évaluation. CTO que DSI, mais en fait, ça, je pense que c'est aussi une façon de voir les choses. Moi, j'encourage tout DSI à venir. D'ailleurs, ils m'ont fait l'honneur de me nommer coprésident avec Rachel Dubois cette année. Donc, on va, Ouh! oui, on est On très avait, on satisfaits. avait un compte sur le podcast. Moi, je savais pas, mais c'est ça qui est bon. C'est cool, Oui, hein? oui. Et donc, on est en train de travailler avec tout le comité de contenu pour réaliser un très bel événement qui aura lieu début décembre à Paris, au Théâtre de Paris, dans un très très bel endroit. Ça sera la deuxième édition au Théâtre de Paris. Moi, j'encourage vraiment les DSI à venir. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir être confronté aussi à la vision de CTO du monde plutôt des scale-up et des startups. Pour moi, c'est vraiment très complémentaire, très enrichissant. On va avoir un programme, on est en train de définir la thématique et donc on n'a pas encore la thématique ni les premiers speakers, mais c'est en cours là dans les jours qui arrivent. On communiquera un peu plus là-dessus. Venez parce que vraiment, je crois que c'est un des événements les plus intéressants tech pour une raison très simple, un peu comme ici, c'est no bullshit. Voilà. Et du coup, la date, c'est quand? Tu la connais? Je me rappelle plus. On hésite entre deux dates. C'est le première ou deuxième semaine de décembre. Ok. Et ben du coup, ils iront sur TechRox ou ils iront sur ton profil quand Oui, 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 exactement, quand l'épisode exactement. sera sorti. Prenez Ça votre ira et place, ça va être très chouette. on mettra le lien dans la description. Oui, Bon, ben merci écoute, beaucoup. merci Alain, c'était vraiment trop cool. Et aux auditeurs, merci d'être là. N'hésitez pas à contacter Alain. Comme toujours, nous, ça nous fait plaisir si vous nous dites que les épisodes sont cool. Si vous contactez Alain, que vous faites du biz, c'est encore mieux.
Et peut-être qu'on se verra à Tech Rocks, du coup, à l'événement. Ça sera cool. J'espère bien.